Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous? David Abbassi avec vous, comme tous les lundis, mes chers amis. Comment ça va? Vous allez bien? Quoi de neuf? Beaucoup de choses. N'oubliez pas que vous avez la parole tout de suite, mes chers amis. Tout de suite, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20.
Voilà, c'est joli. C'est très jolie musique et fait par Maître Milad Kiai, chef d'orchestre. Milad Kiai lui-même, il joue le ceinture également. C'est un grand musicien. J'ai eu le plaisir de recevoir ça comme un cadeau. Il m'a dédicacé et envoyé. C'est son dernier travail. Milad Kiai, voilà, plus de 50 ans de travail dans la musique traditionnelle persan, mes chers amis. Alors, il neige actuellement à Paris, comme vous pouvez le constater, ceux qui habitent à Paris. Et vous savez, à cause de froid, beaucoup de gens, mes chers amis, meurent. Et surtout cette année, depuis le week-end, il y a déjà 3 jours, il y avait beaucoup de victimes, beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de froid. Comme vous savez, il y a beaucoup d'associations qui organisent des journées pour ramener, emporter l'aide auprès des sans-abri. Et nous pouvons participer, c'est-à-dire à côté de toutes ces associations comme Emmaüs, Solidarité, Croix-Rouge ou Resto du Cœur. On peut prendre contact avec toutes ces associations-là et le temps libre que nous avons consacré à aider les sans-abri, surtout actuellement qu'il fait froid. Et surtout, vous savez, si nous avons à la maison des couvertures, des gants, des vêtements chauds, quand on l'utilise peu, on peut l'offrir à ces gens-là, qui sont très très nombreux, mes chers amis. Vous savez, plusieurs milliers de personnes. Seulement en 2012, il y avait plus de 120 000 personnes sans abri en France, et ça c'est catastrophique. Comme vous savez, tous les présidents ont promis de régler ce problème-là, mais je ne sais pas fabriquer, construire 150, 200, même 500 000 logements, ce n'est pas difficile. Moi, qui j'étais toujours un homme d'affaires, on peut dire, et un écrivain, un historien, en même temps, je travaillais, puisque moi, je n'ai pas touché l'argent de n'importe quel pays pour mon travail, même ici, comme vous voyez, on est bénévole, tous. Je sais, je peux organiser, c'est-à-dire c'est tellement facile, ce n'est pas impossible. Quand nous avons l'argent, plusieurs milliards de dollars dépensés chaque jour dans le monde, avec les salaires que vous savez, vous connaissez, que les grands patrons touchent, et la misère, la pauvreté que les autres ils ont, on peut fabriquer très facilement plusieurs centaines de milliers de logements, et ça, ce n'est pas difficile. Voilà, moi j'ai mon oncle, que je l'ai perdu il y a déjà 3 semaines. Mon oncle, c'était quelqu'un, un architecte, il construisait plusieurs bâtiments de moitié de tout le Montparnasse, des écoles. Il a construit plusieurs dizaines d'écoles, des grandes écoles, plusieurs dizaines de centres de télécommunications. Et tout ça, c'est pendant 40 ans de sa vie qu'il était architecte. Et il construisait, c'est-à-dire construire, ce n'est pas quelque chose que je parle comme ça, je le connais, on peut construire facilement, rapidement des choses, surtout qu'actuellement, vous savez, les Chinois, comme toutes les autres choses qui sont champions dans la fabrication, ils fabriquent facilement et rapidement des choses, ils viennent à droite à gauche, ils construisent dans 20 jours, 1 mois, 2 mois, des immeubles de plusieurs étages. Voilà, c'est-à-dire, c'est possible.
la possibilité existe, mais c'est la volonté et c'est le finance qui est important, mes chers amis. Vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, et n'oubliez pas que vous avez la parole, vous pouvez intervenir, commencer à parler, et vous exprimer sur l'antenne, dès que vous voulez, mes chers amis, en composant quoi? 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors, je ne sais pas si vous avez, pour regarder le reportage de BFM TV sur François Fillon, qui a tué François Fillon. Si vous avez compris qui a tué François Fillon, ce sera très intéressant de me dire, parce que moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris c'est qui l'a tué. Mais quand même, juste au milieu de cet reportage, il y a quelqu'un qui sait lui-même, il dit, voilà, à partir de quel moment c'est lui qui prend le pistolet pour tuer Fillon. Je suis vraiment désolé, même il utilise un mot qui n'est pas tellement joli. Lui-même, il dit que j'ai dit à Nicolas Sarkozy que je vais le niquer. C'est un gros mot, mais puisqu'il l'a dit, c'était diffusé sur BFM TV. On vous le dit également. Mais ça, c'est la dernière personne qui entre en jeu juste après l'histoire des salaires de sa femme, de la femme de François Fillon. C'est les questions de costume. C'est le costume au moment, vous savez, dernier coup qui était mortel, c'était le dernier coup qui était vraiment mortel, c'était question de costume pour Fillon à 13 000 €. Après, vous avez entendu beaucoup de gens qui avaient décidé de voter pour Fillon. Après ça, ils sont tombés dans le piège, voilà, à l'époque, ils sont tombés dans le piège, et cette piège a bien marché, ils ont abandonné pour voter pour Fillon. Mais c'était un coup monté, et heureusement, la personne qui a fait ça, lui-même, il avoue dans ce reportage, je ne sais pas si vous avez fait attention ou non, et ce n'est pas n'importe qui, c'est une personnalité importante, un avocat, un homme politique, on dit l'homme d'Afrique, etc., etc. Avant aussi, Jacques Chirac et Dominique de Villepin étaient écrasés par lui, selon les informations qu'il avait. Voilà, Maître Robert Bourgi, né à Dakar, je crois que côté de ses parents c'est libanais, côté français, c'est lui, et qui lui-même il avoue comme quoi le coup monté, c'est-à-dire vous avez beaucoup parlé sur cette antenne de complot, je ne sais pas quoi, de mise en scène, etc. Mais lui ici, Maître Robert Bourgi, lui-même il avoue ça, et c'est ça qui est très intéressant, mes chers amis, pour écouter ça. Et n'oubliez pas que dès que vous voulez intervenir, vous avez la parole, et vous pouvez composer notre numéro pour nous donner votre avis. Tous l'ont côtoyé, peu s'en sont vantés. C'est ici, dans son cabinet d'avocat, qu'il voyait François Fillon à intervalles réguliers,
autour d'un café. Les deux hommes se fréquentent depuis plus de 5 ans. Le soir de la victoire à la primaire, pour rester dans la roue de François Fillon, Robert Bourgi décide de lui faire un cadeau. J'ai dit, tiens, lui qui aime les belles choses, à chaque fois qu'il me voit, il regarde le revers de la veste, il me fait des remarques sur le costume, la veste. Je lui ai dit, je vais aller lui offrir 3 costumes. Allez, on y va. Je suis allé lui offrir dans la boutique Arnis qu'il affectionne et je lui ai pris les costumes. Contacté par le maître tailleur de la célèbre boutique pour prendre ses mesures, François Fillon renvoie un message pour remercier le gentil donateur. Il m'a envoyé un texto. Merci beaucoup, mon cher Robert. Je te dis à très bientôt. Il me fait un smiley de l'homme qui sourit, vous voyez. Je lui dis, tu le mérites bien. Fais-en bon usage pendant la campagne et à très bientôt. Mais après cela, c'est silence radio. François Fillon semble de plus en plus distant. Il ne répond plus aux messages de Robert Bourgi. Un ami bien ingrat, se dit l'avocat, qui repense aussi à une formule qu'il a mal digérée. Un discours prononcé à Sablé à la fin de l'été, avec cette flèche décochée en direction de Nicolas Sarkozy. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Être gaulliste, c'est une conception de l'exercice du pouvoir, et singulièrement de la fonction présidentielle. Ça, je ne l'ai pas supporté. Moi, j'aime Nicolas. Et la manière dont il s'est comporté avec le président Sarkozy a été insupportable. This guy is not correct. This guy is not handsome. Une rancœur que Robert Bourgi rumine à l'infini. Et c'est naturellement qu'il s'en ouvre à son ami Nicolas Sarkozy lors d'un déjeuner le 10 janvier rue de Miromesnil, 2 semaines avant les révélations du Canard, alors que François Fillon est en haut des sondages. Il me dit, ça va, Robert? Oui, ça va. Je te trouve bizarre. J'ai la grosse colère. Il me dit, mon Dieu, qui c'est qui va souffrir? Je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, Nicolas. Et j'ai eu cette phrase. Je dis, je vais le niquer. Il ne s'en remettra pas. Il m'a dit, en matière de tuerie d'hommes politiques, tu t'y connais, toi. Il y a des précédents. En effet, en 2011, Robert Bourgi n'a pas hésité à accuser l'ancien président Jacques Chirac et son secrétaire général Dominique de Villepin d'avoir reçu des valises de billets à l'Élysée, des affirmations sujettes à caution. L'enquête, ouverte par le parquet, sera classée sans suite. Cette fois-ci, Robert Bourgi aimerait bien ajouter une tête à son tableau de chasse. Et lorsqu'il expose son dessin machiavélique à Nicolas Sarkozy, selon lui, l'ancien président ne le dissuade pas de s'en prendre à François Fillon. Sarkozy ne m'a jamais dit « tue-le ». Il m'a dit « tu es décidé ?» Je dis « je vais le niquer, Nicolas, tu me connais ». L'expression « il ne m'a pas retenu le bras », ce qui est la réalité. Mais même s'il m'avait retenu le bras, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Robert Bourgi met ensuite son plan à exécution. Le 20 février, il se rend chez Arnis, rue de Sèvres, et règle les fameux costumes qu'il a offerts à François Fillon. Un crime signé. Quand les costumes ont été prêts, ils m'ont téléphoné et je suis allé payer. Par chèque, bien sûr, par chèque. Une trace écrite, car Robert Bourgi a été à bonne école avec Jacques Foccart, l'indispensable monsieur Afrique de l'Élysée, dans l'ombre du général de Gaulle puis de Georges Pompidou, un spécialiste des coups tordus. Je n'ai pas travaillé 30 ans avec monsieur Foccart pour rien, madame. Je savais ce que je faisais. Robert Bourgi cherche à frapper fort. Pour obtenir l'écho le plus grand, il livre l'information des costumes au journal du dimanche. Avant bouclage, le samedi 11 mars, l'hebdomadaire appelle donc François Fillon pour recueillir sa réaction. Au QG, on se croirait dans la cale du Titanic. L'eau monte dangereusement.
Ce dont témoigne Jean de Boishue, ami de François Fillon depuis plus de 40 ans, électron libre de parole et de pensée, appelé dans le bureau du candidat. Et je suis allé le voir, il m'a dit il y a une histoire de costume. J'ai dit mais quelle histoire de costume? Il me dit je me suis fait piéger. Je le reconnais pas. Il marche nerveusement dans la pièce. À ce moment-là, rentre Anne Méo et dit t'en as encore beaucoup des comme ça pour moi? Anne Méo, sa directrice de communication, va devoir gérer ce qui ressemble à la plus grosse des tempêtes. Ce samedi-là, Robert Bourgi goûte au Bristol avec ses petits-enfants. Il est appelé par Anne Méo, puis François Fillon. Au bout de 4 appels, Robert Bourgi finit par prendre le candidat au téléphone. Il me dit, Robert, je me suis laissé dire que demain, le JDD sortait un article sur les costumes. Comment est-ce possible? Je lui dis, écoute, moi je sais pas, tu sais, il y a des fuites partout. Hein. Je sais mentir quand il le faut. Hein. Et je savais que l'homme était déjà atteint, qu'il était terrorisé. Anne Méo, je la rappelle, je lui dis, bonjour ma grande. Elle me dit, Robert, qu'est-ce qui se passe? François est dans tous ses états, mais c'est la fin de François. Je lui dis, écoute, moi je sais pas, hein, mais est-ce qu'il n'est pas possible d'arrêter le JDD? Lui dis-je de manière fourbe. Et il faut être fourbe quelquefois. N'humiliez jamais un être. Tôt ou tard, il vous le fera payer. Ne l'humiliez jamais. Et l'affaire sort le lendemain dans le JDD. Les mystérieux paiements des costumes de Fillon. Avec une facture astronomique, 13 000 € pour 2 costumes. Consternation dans l'entourage du candidat. On a le droit d'avoir des amis qui vous aident, c'est pas un délit. Mais il faut être un petit peu avisé quand on les choisit. Si on traduisait ça en anglais, on dirait même too much. C'est vraiment un moment difficile et on perd progressivement tout espoir de gagner. Il n'y a rien de plus terrible. Moi, j'ai entendu des dizaines de mes copains m'expliquer qu'ils avaient réussi à convaincre leurs enfants de voter pour François Fillon, mais qu'à partir du moment où il y a l'affaire des costumes, c'est fini. Il y a beaucoup de consternation. Mais si vous voulez, le train est lancé, il n'y a plus de frein, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez toujours imaginer autre chose, il faut juste le gérer. Voilà. Il faut gérer ça en plus. Interrogé sur ses costumes, François Fillon tente de se défendre, assez maladroitement, sur un plateau de télévision. J'ai fait une erreur de jugement. Et donc, ces costumes, je les ai rendus. Vous les avez rendus à celui qui me les a offerts, tout en lui conservant mon affection. C'était une erreur. Vous les aviez portés? Oui, je les avais portés. Oui, je les avais portés. Oui, je vous dis la vérité. Derrière ce sourire un peu crispé, un candidat qui semble n'avoir pas livré tous ses secrets. Un homme dont on découvre le côté obscur. Alors qui est-il vraiment? François Fillon ne s'est-il pas tué lui-même? Et si c'était lui, et lui seul, qui détenait la clé du meurtre? Voilà mes chers amis, ça c'était un petit témoignage. Je crois que ça vous a plu. Qui a tué Fillon? Le plus important, c'est que monsieur l'avocat lui-même, il avoue comme quoi, voilà, c'est très intéressant quand même. Mais ce n'est pas lui 100%, mais c'est le dernier coup. Dernier coup, c'était donné par lui. Alors vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, mes chers amis, radio ici et maintenant. David Abbassi est avec vous et vous avez la parole. Comme d'habitude, mes chers amis, vous pouvez intervenir, disons, vous exprimer, poser des questions, même si vous voulez. C'est votre tour maintenant. De toute façon, depuis le commencement aussi, c'était votre tour. Comme je vous ai dit toujours, vous pouvez intervenir quand vous voulez, vous exprimer à ce sujet, d'autres sujets. Salah Abdeslam aussi, il est... L'avocat général a demandé 20 ans de prison pour lui et le froid, la neige, maladie des enfants, mort des sans-abri, encore un problème pour les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas un toit pour vivre, et même les gens qui ont le toit n'ont pas la chaleur peut-être à l'intérieur, mais quand vous êtes à l'intérieur de quelque chose quand même,
c'est mieux qu'être sans-abri. Et voilà, que pensez-vous à tous ces sujets-là, mes chers amis? 08 92 23 95 20, et vous avez la parole, mes chers amis. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h, et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm.
Vous écoutez votre radio sur 95 FM, radio ici maintenant bien sûr. Et David Abbassi est avec vous, comme tous les lundis. Dès 23h, on est là ensemble et comme d'habitude, vous avez la parole. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, poser vos questions. Et voilà. La question la plus importante, peut-être, ce que la plupart des fois vous entendez à droite à gauche, mais personne ne nous répond pas, c'est pourquoi on fabrique des héros, des artistes, comme dans le cinéma, des assassins, des terroristes. Par exemple, des terroristes, ils tuent les gens, et les médias, au lieu d'aller voir les familles des victimes, et chercher la cause des attentats, chercher plutôt dans les radicalisations des gens, comment est-ce qu'ils sont devenus radicaux, et pourquoi, qui finance et qui encourage tous ces actes terroristes, enquête pour découvrir les inconnus. On fait pas, si on fait c'est très peu, mais de l'autre côté, chaque fois qu'il y a des procès ou pas procès, où on a une carte d'identité, alors l'individu qui a tué les gens ou participé dans les actes terroristes, c'est comme un champion, on parle de lui chaque minute, chaque instant, au lieu d'aller donner le temps des médias, le temps d'écoute et de parole pour chercher la cause de tous ces problèmes-là. Il n'y en a pas. Comment ça se fait que les gens deviennent intégristes par idéologie? Comment ça se fait que la plupart des gens sont malfaiteurs ou les gens qui ont passé dans les universités? Vous avez de deux côtés. Et comment on peut arrêter ça? Surtout soigner cette maladie. Pour soigner cette maladie, qu'en pensez-vous? Vous avez des médicaments? Vous avez des traitements à nous proposer, mes chers amis, vous qui nous écoutez? Comment on peut soigner et traiter cette maladie de kamikaze, de terrorisme en vogue, de djihadisme du XXIe siècle qui menace la civilisation judéo-chrétienne? Il ne faut pas oublier, cette menace de civilisation, c'est déjà parvenu. Et les victimes aujourd'hui, ils sont soldats de cette invasion, de cette djihad. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alors les médias, c'est à vous de les forcer, de demander, d'avoir le courage d'être présent, de dire si notre civilisation judéo-chrétienne actuellement, aujourd'hui, ici, maintenant, est menacée. Mais avant cette menace, il y a d'autres grandes civilisations dans le monde qui ont été détruites. Vous connaissez la civilisation très ancienne d'Égypte. Aujourd'hui, si vous demandez aux Égyptiens, eux-mêmes, la majorité des Égyptiens ne connaît pas leur civilisation avant 1400 ans. Si vous demandez à un Syrien, un Irakien, un Libanais, c'est très rare. Il y en a, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais c'est très rare qu'ils connaissent leur civilisation ancienne. Qu'est-ce qu'il était dans le monde? La civilisation de Berbères, nord d'Afrique, Kardash, en Tunisie et d'autres pays.
Toute civilisation là, c'était détruite. Aucune trace de toutes ces civilisations. Et c'était détruit avec le même idéologie que Salah Abdel Salam et son équipe, qui aujourd'hui, on les avait jugés. L'idéologie, c'est la même. Ils ont fabriqué des individus prêts à tuer, être tués. Regardez les pyramides d'Égypte. Regardez cette civilisation, la grande civilisation, quand vous êtes luxeur. Chaque jour, il y a des civilisations qu'on découvert dans ce pays-là. Et dans les autres pays, on n'a pas découvert, si, mais on ne peut pas travailler. Il y a les guerres, les problèmes. Si on peut fouiller dans tous ces grands pays, qu'avant il y avait des grandes civilisations, maintenant ils n'ont rien, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont comme civilisation aujourd'hui? C'est des paroles. Et une partie des paroles, une minorité, ils prennent des notes, et cette minorité qui va prendre l'arme et il va détruire. Imaginez-vous que toujours on dit c'est des minorités. Mais dans le petit reportage de ce soir que je vous ai diffusé, vous avez pu constater que minorité, même si c'est une seule personne, si c'est une seule personne, il peut faire quelque chose qu'une armée ne peut pas le faire, mes chers amis. Une armée ne peut pas le faire. Une personne, Robert lui-même, maître Robert, tout à l'heure, il vous a dit, il n'y a pas d'organisation derrière lui. Une seule personne avec 2 costumes, il peut tirer dernière balle pour tuer François Fillon. Une personne. C'est pour ça l'ennemi, votre ennemi, si c'est une seule personne, il suffit de vous détruire. Jamais, il ne faut pas dire, encore dans les médias, dire, ah, c'est une minorité qui font ça, c'est une minorité que je ne sais pas quoi. Que pensez-vous, mes chers amis? Quelle est votre réponse? Quelle est votre proposition? Vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20. Alors, nous sommes ravis de recevoir notre ami Didier. Bonsoir Didier. Bonsoir Monsieur Abbassi, bonsoir à tous. Bonsoir. Je crois qu'il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour souhaiter à tout le monde et à vous personnellement tous mes voeux de bonheur et de réussite pour toutes ces années futures. Merci également pour vous, mon cher Didier, je vous embrasse. Merci. Et on vous écoute. Voilà, je crois que je pense que ce dont vous parlez, ça rejoint quelque chose qui est connu depuis très très longtemps, mais hélas, je crois qu'on n'en parle jamais assez souvent. Ces fameuses guerres, cette guerre psychologique et puis ces guerres biochimiques. Mais là, de ce dont vous parlez, c'est vraiment ce qu'on appelle la guerre psychologique. Et comme on dit toujours, une guerre, pour que ça s'appelle une guerre, il faut qu'il y ait un but de vaincre et un but de vaincu et de vainqueur. Pour le cas que vous venez de dénoncer, le vaincu, c'est Monsieur Fillon. Mais est-ce que ce monsieur Robert, enfin l'avocat, est-ce qu'il a gagné quelque chose, à votre avis, dans ce combat? Parce que c'est pas un combat, là, c'est franchement une savonnette,
une peau de banane qu'on a tendue à M. Fillon, mais j'ai l'impression que ça a été très psychologiquement travaillé. Ce monsieur savait très bien les défauts de M. Fillon, qui lui-même, quelque temps auparavant, avait balancé des horreurs vis-à-vis de son adversaire. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que dans ce type de combat, tout est permis? Et finalement, la question, elle est, est-ce que c'est supportable de voir ces personnes à qui, en théorie, on devrait faire confiance, que ce soit un avocat, c'est-à-dire des personnes à qui parfois on donne nos confidences, est-ce que ces personnes peuvent mériter avoir encore être reconnus socialement? Est-ce que ce sont encore des notables quand on est aussi fourbe que ça? En fait, pour moi, la question elle est plus là. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une guerre psychologique comment au jour d'aujourd'hui, en 2018, quel est le fond de la pensée des individus en disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est horrible, est-ce que c'est moche ou est-ce que ça fait partie d'une guerre, sachant que, à mon avis, le vainqueur absolu dans ce type de guerre, comme vous le disiez, toutes les civilisations sont tombées à cause de ces guerres psychologiques. Le terme psychologique est tellement léger par rapport à l'effet que ça provoque, mais bon, je garde ce terme pour exprimer ma pensée. Est-ce que ces guerres psychologiques sont, sont supportables, ou est-ce qu'elles sont pas la manipulation? Est-ce qu'elle est médiatique ou est-ce qu'elle est plutôt dans l'esprit critique des individus? Changer de vote parce que quelqu'un s'est acheté 2 costards, il y a là vraiment une légèreté profonde dans ceux qui ont cru en François Fillon. Il y a quelque chose de tragique, d'assez étrange quand même dans cette psychologie. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bien sûr, mon cher Didier, surtout votre question qu'au départ vous avez posée, c'était très intéressant. Pourquoi ce monsieur-là il a fait? Qu'est-ce qu'il lui-même il a gagné de faire ça? C'est une question assez importante que ça me fait réfléchir moi-même. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. À votre avis, pourquoi il a fait ça? D'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'il était copain avec son copain, mais en fin de compte, sachant qu'il a participé à tout ce qui était France-Afrique, c'est assez glauque comme personnage finalement à la base au fond. Alors est-ce que c'est ça la fidélité à une école, à des amis morts, des amis vivants? Je sais pas. Il y a une nébuleuse qui pour moi me choque pas, mais je trouve ça vraiment méprisant de la part de cette personne. Oui, alors à votre avis, c'est une vengeance personnelle, c'est-à-dire seulement puisqu'il dit dedans que Fillon il n'a pas répondu. Après il évoque question de Sarkozy, mais Sarkozy lui-même il n'a pas voulu faire des choses contre Fillon. S'il voulait le faire, il était plus fort que Robert Bourgi. Même Sarkozy, quand il propose, il parle avec Sarkozy à ce sujet-là. Lui-même, il dit que Sarkozy ne dit pas oui, allez, va le tuer. La question, c'est ça, vraiment, la question, c'est ça, Didier. Vous avez bien parlé, vous avez bien posé des questions. Ce monsieur-là, surtout quand il intervient, c'est le dernier coup, dernière balle. C'est-à-dire, si cette question de costume n'était pas en jeu, ça changeait beaucoup dans cette élection, franchement. Mais de l'autre côté aussi, je suis désolé, cher Didier, de constater, puisque même à l'époque, on a parlé sur cette antenne à ce sujet-là, question de costume n'était pas assez important que quelqu'un il change d'avis, aller voter à quelqu'un d'autre, seulement puisque quelqu'un il avait
avez offert de costume à quelqu'un, vous voyez. C'est-à-dire de l'autre côté aussi, je suis désolé de dire, il y a une naïveté à être naïf et d'entrer dans ce jeu de costumes. Voilà pourquoi parce que vous savez, des milliards, des millions, les hommes politiques, ils dépensent. Alors, c'est-à-dire, à l'époque, tout était préparé de toute façon contre mesquines Fillon, vous voyez. Oui. Alors, donc c'est pour ça que je crois que la question de fond, c'est comment sommes-nous, nous citoyens, réceptifs à cette guerre psychologique? Est-ce que nous en avons conscience? Est-ce que les individus se rendent vraiment profondément compte qu'on les roule dans la farine de A à Z et que c'est là où c'est profondément troublant et ça fait vraiment peur de se dire que finalement, je pense que quelque part, n'importe qui peut, sans le savoir, être une victime ou un agent de cette guerre psychologique qui, à mon sens, fait Vous parliez aussi des SDF, on parle aussi des toxicomanes, je crois que c'est exactement la même chose. On parle là d'un sujet qui, je veux dire, c'est quelque chose que en prenant sous prétexte de cette histoire de costume, finalement, en soulevant la couverture, on s'aperçoit qu'il y a là vraiment un combat extraordinairement efficace sur ce qu'est la psychologie, le cerveau, les esprits de nos concitoyens. C'est bien plus là que je crois que à mon avis, le débat tourne par rapport à cette anecdote, on va dire. C'est là où je suis vraiment consterné de voir à quel point nous sommes victimes constamment de ce qu'on appelle très naïvement guerre psychologique. Voilà, c'était un peu ça ce dont je voulais parler. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre psychologique, en fait? Très intéressant. C'est vrai, une guerre psychologique, surtout Didier. Imaginez-vous, gérée par une personne, une seule personne. C'est-à-dire Robert Bourgi, lui, il sort le pistolet, dernier coup, il va tirer et Fillon, il va tomber. Ce n'est pas une grande organisation de complot, des services secrets, une personne avec deux costumes. De l'autre côté, vous avez tout à fait raison. Vous avez, cher Didier, tout à fait raison. C'est rouler les gens dans la farine. Et les gens, ils se permettent d'être roulés dans la farine. Ça aussi, c'est un problème qui ne n'est pas seulement en France, ça existe partout dans le monde. Les gens le plus intelligents, le plus savants, la jeunesse, ou les personnes âgées tombent facilement dans les pièges qu'ils ont préparés très facilement. Et moins d'un an, lui-même, il va avoir le courage. Robert, il va venir vous expliquer, voilà, c'est moi qui ai tiré le dernier coup. Et il est fier quand il parle, vous voyez? Il est fier de dire ça, de faire ça. En plus, je ne sais pas si vous avez vu le film ou non, il porte des gants, chapeau, manteau, c'est-à-dire l'image quand il entre dans son immeuble, c'est l'image de quelqu'un, voilà. Et voyez, en plus, il est très ravi d'insister sur certains points, comme quoi il est en train de jouer avec Fillon, jouer avec sa secrétaire. Ah oui, vous ne pouvez pas arrêter, journal de dimanche, faites ça. Vous voyez, c'est-à-dire, il vient donner toutes les informations dans un an, voilà, sans vous faire attendre 30 ans. Oui, donc ce monsieur dit il ne faut jamais humilier personne, mais alors là, qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Il humilie toute une nation, en fait. Enfin bref, c'est assez monstrueux. Enfin, je vous remercie beaucoup pour cette émission et à très bientôt. Je vous laisse. Merci, cher Didier. Au revoir, à bientôt. Voilà, c'était Didier sur 95.2 FM. C'est vrai, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a gagné, Robert Bourgi, et
humilier qui si c'est Sarkozy il est assez sage, assez grand, assez costaud, assez fort pour se défendre lui-même. Puisque lui, c'est un homme de combat, Sarkozy. Il ne faut pas oublier, depuis Édouard Balladur, Jacques Chirac, même depuis la jeunesse de Sarkozy, vous vous rappelez, maire de Neuilly, comment est-ce qu'il devient maire de Neuilly en faisant face à un homme tellement fort comme Charles Pasqua, qui n'est plus parmi nous. Sarkozy, ce n'est pas un enfant sans abri. Si lui, il voulait faire quelque chose contre Fillon, il était capable de le faire lui-même. Mais c'est pour ça que de temps en temps, surtout comme je vous ai dit, on peut lier des choses et donner des explications comme quoi une seule personne suffit de changer votre histoire en positif ou en négatif. Imaginez-vous les présidents de la République dans le monde. Si ce gars-là est héritier de Nord-Afrique, ou c'est M. Trump avec certaines idées, ou je ne sais pas qui, ou par exemple Clinton, à l'époque, Bill Clinton, vous savez, on avait préparé énormément de choses qui lui-même, il ramène certaines guerres. Il ne va pas le faire. Après, c'est les familles Bush qui vont venir un après l'autre, il faut le faire. C'est-à-dire, les hommes, l'individu est très décisif dans l'histoire humaine. Et vous, que pensez-vous, mes chers amis? Un homme, comme ça, il peut changer l'histoire de la France. Un homme. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un service de renseignement ou 10 services. Une personne, il décide de changer le cours de l'histoire, il réussit. C'est pour ça que, de l'autre côté aussi, quand on parle des intégrismes, on dit « Oh, ils sont très pauvres, ils ne sont pas nombreux, tout ça ». N'oubliez pas, une seule personne, vous avez pu constater, chaque jour, vous le constatez, qu'il entre dans le flux et il massacre et il tue plusieurs dizaines de gens tellement facilement. C'est pour ça qu'il faut réfléchir et il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Un ennemi, il peut faire ce qu'une armée ne peut pas le faire. Une personne, s'il travaille bien organisé, il peut être un malfaiteur ou un bienfaisant, de deux côtés. Si une personne, vous savez, couverture, ça coûte 20 € dans le marché de Montreuil. 20 €. Si seulement une personne a 200 € dans sa poche, il peut en acheter 10 et partager 10 à tous les sans-abri qui ont le froid ce soir, ou les gants. Vous savez, dans le marché de Barbès ou Montreuil, vous pouvez acheter avec 2 ou 3 €. 2 ou 3 €, ce n'est pas tellement cher. Vous avez 100 €, vous pouvez acheter 50 paires de gants et donner aux pauvres, donner aux gens. Au lieu de leur donner une pièce, cette pièce-là, vous allez acheter quelque chose qui est utile. Voilà, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole et on va vous écouter, mes chers amis. Voilà. Et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 95. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. Maintenant. 95.2. C'est maintenant. C'est ici. C'est ici et maintenant.
Vous êtes libre d'écouter ici et maintenant. Et maintenant. 95.2. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Vous écoutez votre radio sur 95 de FM. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant.com à partir de votre smartphone, iPad ou votre ordinateur à la maison. Imaginez-vous que quand vous êtes dans la voiture ou je ne sais pas où, à partir de votre téléphone portable, en tapant ici maintenant.com, vous pouvez nous regarder. Et n'importe où dans le monde, vous pouvez nous regarder. Canal 9 de la radio DAB numérique. Je ne sais pas combien de personnes équipées à cette radio numérique, que le son est formidable. C'est-à-dire le son, c'est son numérique, digital, excellent. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà cette possibilité d'écouter, mais ça c'est autre chose, franchement.
Et comme vous le savez, il y a l'archive de la radio ici maintenant que vous pouvez écouter et les émissions précédentes et rediffusion également, que ce soit sur l'Internet ou dans les horaires de l'antenne. Nous avons parlé dans les émissions précédentes sur le paradis et l'enfer. Et quand je dis l'enfer et le paradis physique n'existe pas, il y avait un ami, je crois qu'il était bouddhiste, il m'a téléphoné en disant « Alors pourquoi tu n'as pas parlé de la solution ?» Je dis « J'ai parlé de la solution, tu n'as pas écouté, réincarnation. » C'est quoi réincarnation? Réincarnation, beaucoup de philosophes, penseurs dans le monde, depuis l'éternel à ce jour, ils pensent à réincarnation. Le premier penseur qui pensait à ça, c'était Mitra, il y a déjà 7000 ans. Après, c'était Zarathustra. Également, il croyait à ça. Après Zarathustra, vous avez d'autres personnes comme Mani. Vous connaissez Mani? Ou si c'est un prophète rationnel, voilà. Mazdak, vous ne le connaissez pas peut-être. On doit aller le chercher. Et Bouddha. L'incarnation, c'est le retour, mais pas un retour physique de l'individu, puisque l'individu, quand il est mort, mais son âme, la lumière de l'individu, son esprit qui va retourner, il va prendre place dans un autre vêtement. Et quand il va prendre place dans un autre vêtement, il va revivre. C'est ici qui va être peut-être, c'est des hypothèses, hein. Je veux écouter votre avis également. Vous êtes là pour nous donner vos explications et votre avis à ce sujet-là. C'est mon avis et l'avis de plusieurs philosophes, de Mitra, Zarathustra, Mani, Bouddha, jusqu'à aujourd'hui. On dit, l'esprit, l'âme, il va prendre place dans un autre vêtement. Alors, certains pensent que ça peut être l'individu, être humain. Certains aussi pensent que ça peut être des animaux. Des animaux, comme un chat, comme un chien, comme un cheval. C'est pour ça qu'il faut respecter les animaux. Hein. Peut-être vous prenez comme plaisanterie, mais c'est ça. Hein. Quand il y a des grandes personnalités de l'histoire qui pensaient à ça, ça peut être vrai. Alors, de l'autre côté, vous avez d'autres idéologies, religions, qui pensent au retour, mais le retour physique. Retour physique de l'individu pour sauver, le sauveur, au retour physique des gens. Il y a deux pensées de toute façon. C'est pour ça, dans certains pays qui sont trop religieux, parler de certaines choses officiellement, c'est interdit. Mais heureusement, nous sommes en France. Pays de la liberté. Vous pouvez en parler. Mais ça, si vous parlez dans un pays qui est contre cette pensée, qui pense au paradis et l'enfer physique, vous allez être condamné tout de suite. Hein? C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de penser. C'est-à-dire, c'est patron djihadiste, il ne détruit pas seulement la civilisation ou les civilisations, il détruit également les pensées rationnelles, les pensées, les philosophies qui existent depuis des milliers d'années. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, si vous avez aussi des exemples comme ça, s'il y a des Kurdes qui m'écoutent, s'il y a des Turcs de Rayhaniya, Islahiya, c'est-à-dire la frontière de la Syrie et Turquie,
Vous pouvez m'appeler, s'il y a des alavites de Turquie, vous pouvez m'appeler, donner vos témoignages, c'est pas grave. On est sur 95.2 FM, ici et maintenant, vous pouvez donner vos témoignages. Même si vous connaissez des amis, des endroits que je viens de vous dire, appelez ces gens-là, c'est pas tellement grave, il est minuit 10, vous pouvez les réveiller et qui parlent de ce sujet-là que je vais vous dire. Vous voyez, moi j'étais en Turquie, juste aux frontières avec la Syrie, il y a certains villages et villes tellement beaux et jolis. On dit Leva et Iskenderun. Leva et Iskenderun, c'est le paradis, mes chers amis. Vous devez y aller. Vous ne le connaissez pas. Vous allez beaucoup à droite, à gauche. Vous allez en Turquie, à droite, à gauche. Mais Leva et Iskenderun, vous devez aller les visiter. C'est le paradis là-bas. Alors là-bas, il y a une sorte de population qui vit, qui croit à la réincarnation, et ils ont des exemples qui vous montrent. C'est-à-dire, si vous restez chez eux et vous êtes sympa, qu'ils vous trouvent sympa également, vous pouvez rester chez eux, et de temps en temps, comme vous allez à Konya, vous savez, c'est la ville de Mevlana, Jalaluddin Rumi, grand poète perse qui est en Turquie, le tombeau de Mevlana, Rumi, on dit Rumi, ces poèmes vous pouvez le trouver sur l'internet, c'est excellent. Alors Rumi, il est à Konya, chaque année au mois de septembre, il y a une grande fête de derviches tournants, ça c'est fixe. Vous savez, c'est le mois de septembre. Mais chez les Kurdes ou les Alavites, enfin, de Leva et Iskenderun, ça arrive de temps en temps. Alors, c'est quoi cette histoire? Par exemple, un enfant de 10 ans, de 12 ans, qui n'a jamais sorti de son village, il va prendre la main de maître de son village et il va aller à Pio, je ne sais pas, par retour, tout ça, il va aller, tout d'un coup, dans une autre ville, dans un autre village, dans une autre rivière, il va montrer où il vivait avant. Ça, moi, chez vous, ce n'est pas de blague, hein. Ce n'est pas de blague. Après, lui, il va fermer les yeux comme au moment qu'on va hypnotiser quelqu'un. C'est David Abbassi qui est en train de vous rencontrer, ça, vous voyez. Je suis rationnel, laïque, mais vous voyez, des choses comme ça aussi chez vous, je vous raconte pourquoi, puisque c'est réincarnation. Alors, l'individu, le garçon, soit fille ou garçon, l'enfant, il va vous raconter comme quoi ici, il y avait par exemple une maison ici, une maison là-bas, un chalet là-bas, etc., etc. Et tout ça, quelqu'un, il va le noter, il y a des gens qui vont dessiner, tout ce qu'il dit. Une fois que c'est fini, on va aller chercher dans la mairie de quartier. La mairie, vous savez, à la mairie, vous avez une partie de l'histoire de l'endroit que vous êtes dedans. Et on va vous dire, ah oui, ici, il y avait un village, c'était détruit, il y a déjà 50 ans, 60 ans, etc., etc. Des exemples comme ça, chez ces gens-là, il y a énorme. Et il n'y a pas de blague, c'est-à-dire ce n'est pas de blague ou de coups montés, puisque l'individu, les gens, les enfants, de temps en temps, l'enfant, il n'a pas l'âge, il a 8 ans, 9 ans, mais il vous raconte comme un grand monsieur. Et quand on ferme ses yeux, et il raconte la vie qu'il avait, le père qu'il avait, sa mère, ses enfants. Après, on va aller ailleurs chercher. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire et c'est très joli. C'est un exemple de réincarnation de ses amis. Et vous savez que chez les bouddhistes aussi, le grand Bouddha, quand il va décéder, on dit que voilà, il va revenir dans un autre vêtement, et on cherche à droite à gauche, même il y a des films qu'on avait fait à ce sujet-là. Pour ça, quand on dit physiquement, paradis n'existe pas, physiquement, l'enfer n'existe pas, mais pour l'esprit, il y a cet retour, de l'esprit, de l'âme, qui va revenir. Et là, on ne sait jamais. Je vais vous demander votre avis.
Vous, que pensez-vous? Peut-être c'est l'esprit, quand il revient, il va être récompensé. Si c'est un bon esprit qu'il revient, s'il a fait des choses bien, s'il a donné des gants, des couvertures, je ne sais pas quoi, de café chaud, sans abri ce soir ou hier ou demain, tu savais s'il a fait que des belles choses, quand il revient, il va être un roi, il va être la reine, il va être ci, il va être ça, il va être ce qu'il veut être. Voilà. Oh, ça aussi, c'est une récompense, vous voyez. Mais ce n'est pas physique, c'est-à-dire c'est réincarnation. Moi, je veux bien entendre votre avis également à ce sujet-là. De toute façon, de l'autre côté aussi, si vous voulez donner votre avis, en restant poli et gentil, de deux côtés, hein, vous n'êtes pas obligé de donner de ce côté réincarnation votre idée. De l'autre côté aussi, si vous avez des justificatifs rationnels et corrects, on est là pour vous écouter. Et même si vous avez d'autres choses à me dire, comme vous dites, ahlan wa sahlan, vous êtes le bienvenu, on va vous écouter. Mes chers amis, nous sommes sur 95 de FM, Radio Ici Maintenant. David Abbassi est avec vous, comme tous les lundis. Et c'est un autre lundi, et bien sûr. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet icietmaintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbassi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbassi en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Alors, comme je vous ai dit au départ de mon émission, c'est le dernier travail de maître Milad Kiai, grande musicienne, compositeur, chef d'orchestre. L'instrument qui est utilisé dedans, le plus important, c'est ceinture. Ceinture, c'est, vous savez, beaucoup d'autres instruments comme harpe, on dit harpe. En français, on ne prononce pas le H. Guitare, et même piano. C'est emprunté à partir de cet instrument, la ceinture, qui est âgé de 7000 ans. On le joue dans les pays perses, qu'il soit Tadjikistan, Iran, Ouzbékistan, Kazakhstan, je ne sais pas où, tous ces pays perses, bien sûr, et en Inde. Ceinture, il y a 100 corps que l'artiste joue avec, et ça c'est très joli comme vous pouvez le constater. Voilà, ceinture de Milad Kiai, mes chers amis. Et vous écoutez votre radio sur 95.2 FM et comme vous le savez, vous avez la parole.
On est là pour vous écouter en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Mes chers amis, comme on dit, les grands philosophes et les savants du monde, vous savez, la vie, ce n'est pas seulement d'aller à l'université et étudier quelque chose et devenir quelqu'un, un ingénieur, un médecin, informaticien. À côté, il faut étudier également pour enrichir l'esprit. La richesse pour l'esprit, c'est les idées et idéologies des philosophes et même de temps en temps des gens que peut-être vous les considérez comme des prophètes, mais les idées positives qu'ils ont lancées. Avoir des idées positives et conscience et une vision correcte de ce monde-là et de la création humaine et de la mission et de travail qu'on doit faire ici et maintenant. Ce n'est pas seulement devenir un spécialiste de n'importe quoi et faire notre vie. Et si on n'a pas appris ce que notre âme, notre esprit, il avait besoin, la positivité, être positif dans la vie et être créateur et ramener les aides et penser aux autres. Le cœur et l'âme doivent être purs, propres et docteur. Il faut étudier. Pour ça aussi, il faut étudier. Mais pour ça, il y a de méditation positive et des études également. Il faut lire. Il faut aller chercher. À l'époque, je me rappelle, l'individu, il prenait son sac à dos, 1 an, 2 ans, de la France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Iran, d'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie. Il partait dans le monde. Il traversait des choses. Et quand il revenait, jusqu'à la fin de sa vie, c'était quelqu'un d'autre. C'est de nouveaux messagers. C'était quelqu'un d'autre. Essayons d'être parmi ces gens-là, en donnant le manger à notre âme, à notre esprit. Il ne suffit pas d'aller faire des études seulement. Alors pour finir cette histoire d'intégrisme, de fanatique, de guerre, d'être un contre l'autre, la haine raciste, tout ça, ça peut être réglé, mes chers amis, si on travaille en même temps qu'on travaille pour obtenir des diplômes. Travailler pour obtenir des diplômes, pour être positif dans la vie, pour être humain, gentil. On ne regarde pas la race, l'origine, l'ethnie, le pays, la poche des gens. On le voit comme nous. On considère n'importe qui est en face de nous, c'est un homme comme nous. Et si on peut l'aider, voilà, pourquoi pas, on va l'aider. Cette question est assez importante de monter notre conscience envers de bien et de positivité. Et si c'est comme ça, le paradis, ici, vous pouvez le faire. Mais si l'individu, il est allé faire des études, mais à la fin, il est là pour détruire quelqu'un d'autre, pour détruire sa famille, pour détruire n'importe Bataclan,
pour détruire la beauté et la joie des autres. Tuer le sourire d'une fille, un garçon qui est dans le bras de sa mère, de son père. C'est des sauvageries. Couper la tête. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait en train de le faire. Il y avait un pilote d'avion russe qui est tombé. J'ai vu le film récemment, avant-hier. Le russe, mesquin, il prend son grenade. Il va donner fin à sa vie avant que les gens de Daesh l'attrapent. Puisqu'il a peur. Il a peur plus que mort de ces gens-là. Pourquoi cette violence? Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que l'individu, il n'a pas éduqué, il n'a pas pris une éducation positive pour son esprit, son âme. L'âme et son cœur, il est rempli de la haine, de la violence, de la sauvagerie. Nous ne soyons pas parmi ces gens-là, mes chers amis. 08 92 23 95, vous avez la parole, mes chers amis, sur 95 de FM, radio, ici et maintenant. Voilà, c'est vrai que c'est le mois de février qui a commencé déjà, mais nous pouvons toujours, comme Didier il a dit, souhaiter bonne année. Didier auditeur. Alors, un auditeur, tout à l'heure, il s'appelait Didier. Et en même temps, je vais passer grand bonjour pour mon ami Didier Doplège, notre président, et je vais l'embrasser, et je vais souhaiter plein de santé, bonheur pour toi, mon cher Didier. Bisous.
Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant. Vous connaissez toutes et tous Maître Jacques Vergès, qui n'est plus parmi nous. Il nous a quittés, Jacques Vergès. Alors, c'est un ami. Je sais qu'il y avait peu de gens qui ne l'aimaient pas, mais il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient. Même ses ennemis, il l'aimait beaucoup. Il l'admirait. Même à la fin de sa vie, il est devenu acteur de théâtre et il a joué dans une pièce de théâtre, L'avocat de terreur. J'ai eu le plaisir d'être invité chez lui plusieurs fois. Une fois, je l'avais interviewé et cette interview était très intéressante, surtout qu'il répond à ce qu'on vient de dire ce soir. Maître Vergès, qui n'était pas croyant, il disait lui-même, même moi-même, je pose la question, il dit non, il n'est pas croyant, il ne croit pas en Dieu, mais à la fin de notre interview, quand je dis alors, vous dites que plusieurs pays, personnes, services, ils voulaient vous liquider, éliminer, vous tuer, comment ça se fait que vous êtes toujours vivant? Il a monté son doigt vers le ciel. J'ai dit, mon cher maître, vous êtes en train d'être filmé, vous montez le ciel, alors c'est le ciel. Il disait oui, le ciel. J'ai dit alors parlez, dites-le, puisque c'est l'image, ce n'est pas le son. Et ça, c'était très historique, puisque même Maître Vergès, il pensait qu'il y a quelque chose au ciel. Alors quand je lui ai demandé, comment ça se fait que vous êtes toujours vivant, il m'a montré le ciel avec son doigt. On avait la même histoire avec Fidel Castro. Fidel Castro, après la révolution en Iran, juste au départ, il a envoyé un ami fidèle, un bras droit de lui, qui après il est devenu l'ambassadeur de Cuba, ici, en France. Et je l'avais rencontré après 30 ans. À l'époque, en 1979, je l'ai rencontré en Iran, dans une réception privée, que j'ai eu le plaisir d'y être. À l'époque, j'avais que 20 ans. On a parlé. Vous savez, ces gens-là aussi, c'était des communistes qui ne croyaient pas en Dieu, ne croyaient pas à rien, ni réincarnation qui soit d'autre. Même s'ils croyaient, ne parlaient pas. Une fois qu'il y avait une personnalité, il s'appelait M. Talleyrand, qui était assassiné juste au départ de la Révolution. C'était un grand philosophe. Il a parlé. À la fin, l'équipe de Fidel Castro on dit officiellement, et ça c'était diffusé à l'époque à la télé aussi, ils ont dit, écoutez, moi aussi, si vous croyez comme ça, moi aussi je crois comme ça, nous croyons comme ça. C'est cette croyance positive, humaine, rationnelle, en même temps, tu crois à grand architecte de l'univers. Tu crois à cet retour de l'âme pour être même récompensé. C'est pour ça, mes chers amis, quand il fait froid, quand il y a des gens qui meurent à cause de cette froid, voilà, ça serait bien de sortir de chez nous. Et si on a l'argent, on achète des choses. Si on n'a pas l'argent, c'est sans aucun doute. Dans notre armoire, nous avons des vêtements chauds et des couvertures chaudes qu'on ne l'utilise plus. Alors ça, on peut aller donner aux gens qu'ils ont besoin de ça. Surtout que ces gens-là ne pensaient pas que c'est n'importe qui. Parmi les sans-abri, SDF, on dit, vous avez des gens qui vivaient bien à l'époque. Ils étaient des gens respectueux. Mais après des maladies, après divorce, après perte d'emploi, après la faillite de leur société, le coup que les banques ils ont fait contre eux et tout ça,
ils ont tout perdu. Et ils sont dans la rue. La plupart de ces gens-là, ils travaillent. Ils dorment le soir n'importe où, mais le lendemain, ils cachent leurs affaires et ils travaillent. Moi-même, je vois ces gens-là. Je vois depuis des années, même aux Champs-Élysées, je vois depuis des années certaines personnes bien rasées, bien habillées. Ils sont en train de marcher, jusqu'à minuit, 11h du soir. Après minuit, 11h du soir, quand tout le monde est fermé, toutes les boutiques, toutes les galeries, ces gens-là, ils se font refuge dans le parking des Champs-Élysées, dans les endroits qu'ils peuvent se cacher, et ils dorment. Après le lendemain, ils se lèvent, ils se rasent quelque part, et comme moi, comme vous, comme les autres, ils vont aller au boulot, ils vont aller travailler. Alors, j'ai vu une enquête que ces gens-là, ils n'ont gagné que 900 jusqu'à 300 euros par mois. Alors, c'est ça qu'une partie de ces gens-là sont comme ça. Hein. Ça ne permet pas à ces gens-là de louer une chambre ou un appartement, puisque la vie est chère. Et le costume aussi cher. Mais c'est vrai que de temps en temps, en province, on peut trouver des appartements pas chers, mais le travail qu'ils ont ici, ils ne l'ont pas là-bas. Voilà. Pensons à ces gens-là, mes chers amis, et à cette occasion, je vous invite d'écouter Maître Vergès, et je sais que ça va vous plaire, mes chers amis. Un grand révolutionnaire. N'importe où que vous soyez, vous demandez le plus connu, le plus célèbre avocat du monde, c'est Jacques Vergès. Maître Jacques Vergès, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais très bien, merci. On est très content de vous voir. Un guerrier. Si vous voulez. Alors, la question que je me suis posée, Maître Vergès est un guerrier parmi les soldats de Dieu ou le diable, du mal ou de bien. Comment vous le voyez? Écoutez, je ne vois pas le monde quand même de cette manière, le bien et le mal, mais disons que je me bats pour un idéal qui est considéré comme le bien par tout le monde, c'est-à-dire pour l'indépendance des peuples, contre l'humiliation, contre les atteintes à la dignité humaine, contre la torture, contre l'agression. C'est-à-dire, vous ne croyez pas à la dualité, mal et bien, noir et blanc. Vous croyez que troisième entité peut exister, gris? Non, je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. Plus complexe que ça? Oui. Trois? C'est-à-dire ni deux, ni trois? Ni deux, ni trois. Que le blanc n'est jamais tout à fait blanc, que le noir n'est pas tout à fait noir. Alors, gris? Non, pas du tout. Non. 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 Croyez-vous en Dieu? Je crois en l'homme. C'est l'homme qui a créé le Dieu? Je ne sais pas. Une force cosmétique qui peut être plus forte que l'homme. Je crois que rien n'est plus fort que l'homme. On le voit aujourd'hui. On l'a vu hier. Quand la France a combattu le FLN algérien, les Algériens étaient moins forts au point de vue militaire, au point de vue armement. Ils ont gagné. Les Vietnamiens ont gagné à la fois contre la France et contre les États-Unis. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a gagné, c'est le courage de l'homme. L'homme contre l'homme, de toute façon. Non, l'homme contre la machine. L'homme contre la force morale contre la force matérielle. Moral n'avait pas de matériel pour gagner les guerres, il avait le matériel. Qui? L'homme. Ils avaient moins de matériel. Les Vietnamiens, quand ils ont battu les Américains, n'avaient pas d'avion. Quand ils ont battu les Français, ils n'avaient pas de chars. Les Algériens ont gagné leur guerre, ils n'avaient ni avion ni char. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le courage. Le foi aussi. La force morale. La force morale. Est-ce que la force morale et le courage, les deux en même temps, pour faire gagner contre les grandes puissances? Sûrement. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'était comme ça. On n'a qu'à voir en Irak aujourd'hui. Les Américains sont avec une armée extraordinaire, c'est la plus grande puissance militaire du monde. Oui. Et ils ont frappé un pays
beaucoup plus faible. Et ils sont pris maintenant, ils ne savent pas comment. C'est une défaite morale, c'est une défaite politique. Ils n'ont pas réalisé leurs objectifs. Et maintenant, ils ne savent pas comment s'en sortir. Est-ce que là-bas seulement c'est la faiblesse des Américains ou la force de d'autres services de renseignement sur place qui peuvent manipuler plusieurs tendances idéologiques politiques, mon cher maître? Non, on peut en penser toujours qu'il y a des forces étrangères, mais quand des hommes acceptent de mourir pour une cause, ça montre très bien que c'est une force morale. Ce n'est pas une faiblesse de mourir pour une cause? Pour une cause. Non. Parce que ça dépend de quelle cause, mon cher maître. Certains disent que la fin justifie les moyens. Peut-être la manière de faire la guerre justifie la guerre aussi. Les gens qui se battent, qui se sacrifient pour une cause, les Irakiens qui se battent, quelle qu'ils soit leur tendance, se battent pour la dignité de leur pays, pour la dignité humaine, se battent contre Abu Ghraib. Abu Ghraib est une monstruosité. Quand vous voyez des hommes nus, mourants, tirés avec une laisse par une jeune fille qui rit, nous sommes en pleine barbarie. Pendant la guerre d'Algérie, c'est l'usage de la torture qui a été la défaite morale du gouvernement français. Mon cher maître Jacques Vergès, croyez-vous que des messagers ou des prophètes ils étaient des choses positives dans